de la Delegación Interministerial para el Alojamiento y Acceso a la Vivienda DIAL de Francia. También nos acompañará con Daniel Flora Otofalle. Flora es subdirectora de Prevención y Acción Social del departamento de Seine-Saint-Denis en Francia. Vamos entonces invitando a nuestros panelistas para que vayan tomando sus respectivos asientos. Y por último, invitamos a Mayra Topal. Ella es responsable de Relaciones Internacionales del Observatorio de las Violencias Basadas en Género, departamento de Seine-Saint-Denis, Francia. Vamos entonces a darle la palabra. Inicia el panelista Daniel Castro Torres. Muy buenas tardes a todos y a todas. Mi intervención va a ser en español. ¿Listo? Pour ceux qui parlent pas espagnol, prenez le truc là. Bueno, primero yo les quiero agradecer por esta invitación. Para mí es un honor venir a mi país de origen y poder hablar de temas tan raros como la política pública en Francia, en un país tan lejano. Pues sí, porque la migración me llevó a este país hace más o menos 9 años y bueno, con miles de experiencias, hoy soy agente público del Estado francés. En esta ocasión yo intervengo como experto, aparte, no intervengo como administración pública francesa, que quede claro, ¿listo? Entonces no me voy a censurar si tengo algo que pensar o algo que decir, todo es mi responsabilidad, no la de la administración francesa. Sin embargo, le agradezco a Expertise France, le agradezco a la Embajada de Francia en Colombia y en Ecuador, y bueno, y a todas las instituciones que han creado este maravilloso proyecto. Yo soy abogado colombo-francés de la Universidad de Antioquia y estudié en algo que se llama el IHL, que es el Instituto de Altos Estudios de América Latina en París, y también hice una maestría en Derecho Francés y Europeo ahí como para intentar comprender el país donde yo estaba viviendo. Y la vida me fue llevando a los temas de vivienda. Yo empecé siendo escuchante social en el SAMU Social de París. El SAMU Social de París es como una institución que se encarga de ir hacia las personas que se encuentran en situación de calle o habitantes de calle. Entonces vemos que estas personas necesitan llamar a algún lugar y pedir ayuda porque están perdidos, acaban de llegar al país, no saben qué hacer, entonces llaman al 115, que es una línea de escucha social, y mi trabajo era escuchar socialmente las personas. ¿Qué es la escucha social? La escucha social es escuchar con un enfoque de protección de derechos, de orientar a la persona para que se pueda ir a duchar, para que pueda ir a tomar un alimento, para que pueda encontrar un trabajador social o una trabajadora social, ¿cierto? Entonces ahí empezó mi recorrido. Ya después fui coordinador en los hoteles sociales de París y ahora trabajo para el gobierno directamente en algo que se llama la DIAL. Y ya les voy a explicar más o menos en qué consiste todo esto. Entonces, tengo solo 7 minutos, me habían dicho 15, pero voy a ir rápido, ¿listo? Mi tabla de contenidos les va a dar un topo francés de más o menos qué es Francia, siendo muy sinceros, qué es ese país, con qué se come. Luego vamos a hablar un poco de las personas sin hogar en Francia, de la DIAL como administración central que ejecuta, digamos, los proyectos a nivel nacional de albergue y acceso a la vivienda. Vamos a tomar los temas de la política pública o algunos temas de la política pública de acceso a vivienda en Francia, que es un tema muy complejo, muy denso. Yo solamente voy a tomar una pizquita de todo el tema de la política pública en Francia. Vamos a ver cómo nosotros aplicamos el contenido de lo que llamamos Housing First aquí, pero allí le llamamos Logement d'abord, cómo nosotros lo aplicamos en la política pública y qué programas hay alrededor de este tema de Logement d'abord, con sus principios fundamentales, evidentemente. Vamos a hablar algo que es muy extraño en la mayoría de países,
que se llama el SIAO. Les voy a explicar grosso modo qué es el SIAO y cómo juega en todo el tema del acceso a la vivienda de las personas en gran precariedad. A lo último vamos a hablar un poco de la gestión del parque de albergue dedicado a las mujeres víctimas de violencia y un poco también para los refugiados. Son 15 minutos. Súper. Y sobre los refugiados, porque este tema no es central en mi intervención. Les voy a decir por qué ya mismo. Porque la política pública está diseñada para todas las personas, no necesariamente para un cierto tipo de población, sea mujeres, sea migrantes, sea refugiados, ¿cierto? Vamos a ver que hay, por ejemplo, principios de pues yo te albergo y yo no pregunto de dónde vienes, a mí no me importa cuál es tu situación migratoria hoy, simplemente necesitas un techo, yo, pues según la ley, esto se llama el principio de incondicionalidad, yo como Estado estoy en la obligación de proporcionarte un techo digno, ¿cierto? No estoy hablando de vivienda alquilada, ojo, estoy hablando simplemente de un lugar donde poder poner la cabeza en la noche. Contexto francés. Francia es un país mucho más chiquito que Colombia, pero el nivel de población tiene 68.6 millones de habitantes. Estas son las últimas cifras que vi en el instituto que hace todas estas cifras. 101 departamentos, 96 en el hexágono y 5 que llamamos territorios de ultramar o departamentos de ultramar. Aquí este mapa es solamente lo que llamamos el hexágono, ¿cierto? Como lo tradicional, donde está la Torre Eiffel y eso, pero hay otros territorios que incluso aquí en América también, Francia tiene territorio acá en Sudamérica incluso. Tenemos 13 regiones, que es similar a lo que acá son los departamentos, o en Ecuador las provincias, si no me equivoco. Tenemos un régimen híbrido, presidencialista y legislativo. Tenemos un presidente, pero también tenemos un primer ministro. Es algo muy raro, muy loco, pero los invito, si están curiosos, a buscar más sobre el tema. Son debates que se dan. Tenemos también el poder legislativo en 2 cámaras. Está el Senado y está la Cámara, la Asamblea Nacional. Gracias. Está el poder judicial, como lo conocemos aquí. Y bueno, ya para entrar a lo que es políticas públicas. Hablamos de la administración pública. Igual que aquí en muchos de los países que tenemos el Common Law, hablamos de desconcentración y descentralización. Entonces Daniel va a hablar de la desconcentración principalmente porque es el poder estatal directamente que va a hacer la gestión de ciertos recursos, que va a dar ciertas directivas, que va a aplicar la ley de cierta manera. Mis compañeras más adelante van a hablar de lo que es la descentralización, porque están todo lo que son las colectividades, lo que acá llamamos entes descentralizados, o los distritos o municipios, etcétera. Listo. Entonces yo voy a hablar a partir de una postura estatal. Bueno, entramos. ¿Quiénes son las personas sin abrigo o sin hogar en Francia? Se estima más o menos que 350.000 personas hoy se encuentran sin domicilio en Francia. 350.000 personas, esto es muchas personas. Y aquí no contamos solamente las personas que están en la calle, en situación de calle, que duermen en una acera. También contamos las personas que están, digamos, en albergues temporales, por ejemplo. ¿Por qué están en la calle? Por miles de factores que ustedes quizás conocen mejor que yo. Uno de ellos es la migración irregular, otro de ellos son los problemas de salud mental, problemas familiares. Hay un fenómeno, por ejemplo, en Francia, no sé cómo pasa aquí en nuestros países, pero por ejemplo, un menor que ya no es menor, que estaba bajo la tutela del Estado, mañana cumple 18 años, bueno, hay unos dispositivos que lo protegen, pero llega cierto momento donde ya no hay más protección y esto puede generar también personas sin abrigo en Francia. El alto costo de la vivienda. Justamente hoy en la mesa hablábamos que en Francia es muy costoso el arriendo, la vivienda es muy costoso y hay que tener cierta capacidad económica para poder financiar el arriendo. Y no estoy hablando de compra de vivienda, estoy hablando solo de arriendo. Entonces, es un país muy lindo, hermoso, pero es costoso, ¿vale?
Y la política pública tiene como objetivo, evidentemente, proteger a las personas para evitar las rupturas, es decir, para que se queden en sus hogares, en sus casas, en sus apartamentos y que no se vayan para la calle. Pues la idea es no generar más personas sin abrigo, ¿vale? ¿Y cómo se logra esto? Bueno, Francia es conocido por tener un sistema de protección social bastante conocido en Europa y en el mundo, y bueno, hay bastantes dispositivos en la seguridad social, hay dispositivos de ayuda para pagar el arriendo, hay dispositivos de ayuda también para compra de vivienda, y estos dispositivos, la gran mayoría, están solamente supeditados a que la persona se encuentre en situación regular sobre el territorio. Es decir, que no se hace necesariamente la distinción hoy entre una persona extranjera o una persona francesa, siempre y cuando la persona extranjera tenga buenas condiciones administrativas. ¿Listo? Esto tiene muchos bemoles, eso es otro tema de otra intervención, pero en términos generales es así. Yo trabajo para la DIAL, yo soy jefe de proyecto en la DIAL, que es la Delegación Interministerial para el Alojamiento y el Acceso a la Vivienda. Dentro de la desconcentración está una administración central que maneja, digamos, temáticas estatales, y en esta desconcentración están todos los representantes del Estado en cada territorio. Entonces, en cada región hay nosotros les llamamos DREDs. En los departamentos hay otros que llamamos DEDs o DRIL para el caso de la isla de Francia, y a cada nivel, ¿cierto?, se hace una representación estatal y se aplica la política pública según lo que dice la ley, cómo se aplica la política pública en estos territorios. Entonces, lo que hacemos nosotros en la DIAL básicamente es coordinar la aplicación de esta política pública y financiar, evidentemente, la política pública para a todos estos niveles, nivel regional, nivel departamental. Aparte de esto, hacemos financiaciones también para asociaciones como la Cruz Roja, como otro tipo de instituciones bien conocidas pues, en nuestras realidades. Y lleva a cabo el presupuesto, que es el 177. Yo lo digo así porque es como nuestra cartilla de ruta, es el 177, es decir, es una línea que viene desde el Ministerio de Economía y dice, bueno, la línea 177, que es para albergar y para acceso a la vivienda de personas en situación de precariedad, pues este es el 177 y es la DIAL la que la tiene pues que hace el pilotaje. ¿Vale? Hoy en día hay más o menos 200.000 lugares por día financiados por la DIAL, entre lugares de albergue y noches de hoteles. Bueno, hay varias diferencias entre lugares de albergues. Por ejemplo, hay albergues de urgencia, pero hay lugares también que se llaman CHRs, que son centros de albergue y de reinserción social, y están regulados por el Código de la Acción Social y de la Familia. Y hay otros que nacieron hace poco, entre comillas, que son los hoteles, porque en los departamentos se ven a gatas para poder albergar a algunas personas y les toca financiar noches de hoteles, sobre todo para las familias inicialmente. En la DIAL también nosotros financiamos, bueno, la gestión del albergue de urgencia, la política de acceso a vivienda adaptada, y hago la remarca que es el acceso a una vivienda en arrendamiento, no acceso a vivienda en propiedad, en arrendamiento. Hacemos también la financiación y la gestión nacional en cuanto al acceso a la permanencia de la vivienda, en la gestión nacional de resultados de territorios. Nosotros nos hemos dado cuenta, o nos dimos cuenta desde que tenemos esta línea, más o menos desde desde 2021, que se nos dio la administración de esta línea de financiación, que finalmente no conocíamos las personas que estaban sin abrigo en Francia. O teníamos algunas nociones, o cada departamento tenía su técnica de medir, y eso ha sido una de las banderas que la DIAL hoy tiene, y es como, bueno, vamos a poder medir, vamos a saber medir quiénes son las personas que se encuentran en precariedad en la calle. ¿Cómo se hace esto? Con sistemas de información. Normalmente son los operadores los que utilizan estos sistemas de información, y ya en central podemos hacer una observación social.
Trabajamos también a la mano con todos los temas de empleo, salud, violencia contra la mujer, personas que salen de prisión, jóvenes que salen del sistema de tutela, como yo les decía, y bueno, hay ciertas temáticas transversales que se abordan en todo lo que es el pilotaje. ¿Cómo aplicamos la estrategia Logement d'abord o Housing First en Francia? Bueno, este tema, el contexto histórico de Housing First lo dio Marie-Dominique esta mañana. Es muy claro, esto es un discurso que viene desde lo médico-social, inicialmente para personas en situación de precariedad de salud mental o de adicciones, etcétera, y se probó que lo más importante es, primero, garantizar el derecho a la vivienda como derecho, no como algo que se merece a alguien, sino como un derecho de toda persona, y a partir de la garantía de este derecho poder movilizar alrededor todas las acciones para hacer los acompañamientos pertinentes. Entonces hicimos esa estrategia y todavía sigue. Se inició en el 2017 para hacer operaciones a partir del 2028 2018. Y bueno, lo que hicimos fue, hay 44 territorios en estos momentos piloto de esta política. Y estos 44 territorios lo que hacen es que implementan la política pública. Inicialmente hubo en francés se dice un appel à projet, como que llamamos a todos a que hagan proyectos y así poder seleccionarlos. En estos momentos hay 44 en todo el territorio, donde ellos aplican, digamos, inicialmente lo que el código nos dice que tenemos que hacer en la política pública, que es, bueno, garantizar el acceso, pero una vez en el lugar, ¿qué pasa? Entonces garantizar que hayan las condiciones dignas, si hay que hacer mejoras, si hay que movilizar trabajo social para que las personas puedan permanecer en sus viviendas o puedan acceder a sus viviendas. Entonces está todo este paquete, y lo que queríamos y lo que queremos todavía es poder demostrar que a partir de estos proyectos de Logement d'abord, de Housing First, de los 44 territorios, es que exista esa sinergia entre la desconcentración y la descentralización, entre las entidades, consejos departamentales, ciudades metropolitanas y el financiamiento del Estado, que entendamos el problema de las personas sin hogar o de las personas en precariedad como un problema de todos, no solamente del Estado, sino también de las colectividades, de las entidades privadas, sobre todo las personas, aquellos privados que tienen lugares para alquilar. Bueno, es un tema que nos concierne a todos, entonces la idea es demostrar con estos 44 territorios piloto que sí se puede. Y en paralelo llevamos la política pública y bueno, desarrollamos doctrina de trabajo social, desarrollamos, digamos, guías de acompañamiento, guías de financiamiento también. La diapositiva que ven ahí ya la vieron esta mañana, pero bueno, este sería como en el caso francés, por ejemplo. Tradicionalmente un trabajador social hoy en Francia sale de la escuela de trabajo social. Allá es muy diferente el trabajo social respecto al colombiano o al latinoamericano. El trabajador social, hay varias profesiones que dan el título de trabajador social, pero en términos generales, una persona que hace una escuela de trabajo social sale con ciertas nociones, pero no sale con todos los reflejos que nosotros necesitamos para nuestro público, porque es que no solamente estamos hablando de personas sin abrigo, también está el problema de la salud, está el problema de la financiación, bueno, todos los problemas sociales que pueden existir. Nosotros somos uno más, entre comillas. Entonces, está esta creencia que la persona está en la calle, debe ir a un lugar de urgencia o de inserción social. Luego va a ir a una vivienda de alquiler, de acompañamiento, como las residencias sociales o las pensiones familias, y si se lo merece, si se porta bien, si dejó de consumir, bueno, le vamos a dar un apartamento con el acompañamiento. Esto está mandado a recoger, nosotros no estamos de acuerdo. La ciencia ha demostrado y los datos han demostrado que esto no funciona así, que el hecho de tener un lugar donde vivir no es de merecerlo, es simplemente, es un derecho humano, necesitamos vivir en algún lugar de una manera digna y el Estado debe proporcionarme los medios. Entonces hablamos de una persona que está en la calle directamente, ir a la vivienda social autónoma.
Y para esto, bueno, hay muchas maneras, entre comillas, que la ley prevé en estos momentos, como por ejemplo, para la asignación de una vivienda social, tiene que haber una reunión de varios, entonces tiene que estar la colectividad, tiene que estar el Estado, tiene que estar el particular que es el dueño del apartamento o de la casa, y en algún momento se van a reunir para hacer las asignaciones. ¿A quién se le va a dar este lugar que está libre? Y el Estado tiene, por lo general, un porcentaje para poder postular a la persona, para que esta persona sea candidata a obtener la vivienda. Y el 5% es para las personas con mayor vulnerabilidad. Estamos hablando de personas en la calle, o estamos hablando de personas que están en hoteles sociales, o estamos hablando de personas que están en albergues, ¿cierto? Todo esto, yo hago el bemol para personas en situación regular, es decir, que tengan su permiso de estadía en Francia o que sean franceses o europeos pues que tengan sus derechos abiertos en Francia. No por ser europeo tiene inmediatamente el derecho, pero ya eso es otro tema. Hay varios principios fundamentales de los Mondes d'Abord, como al acceder a una vivienda lo más rápido posible, favorecer la posición pluridisciplinaria, hacer posible que con el acompañamiento las personas puedan acceder y mantenerse en la vivienda, ir directamente hacia el público en situación de dificultad y prevenir las rupturas y el desalojo. Esto se hace mucho allí. Hay algo que se llama les maraudes, son equipos profesionales muchas veces o también de personas voluntarias que van a los lugares donde sabemos que hay personas sin abrigo y hablamos con ellos y intentamos establecer un vínculo social, y a partir de ese vínculo profesional de trabajo social se puede acompañar a la persona para abrir derechos, para sacar su pieza de identidad si lo tiene que hacer, para orientarlo a un hospital si hay que orientarlo, para que la persona pueda obtener acceso a servicios sanitarios, etcétera, etcétera, etcétera. Eso en francés se llama l'aller vers, y en español se traduce como ir hacia. Responder de manera inmediata a las urgencias, es decir, quitar obstáculos administrativos que no tienen que existir, sobre todo para el público puntual. A él poco le importa si la administración es X o Y, lo que necesita, la persona lo que necesita es satisfacer sus necesidades básicas. Y trabajar por una mejor coordinación territorial con todos los actores implicados, eso ya lo había dicho. Ya se me acabó. Bueno, algunas hemos alcanzado, digamos, 710.000 personas que han podido acceder a una vivienda desde el 2018, que es operacional estos 44 territorios. Se han atribuido más o menos 195.000 viviendas, 90.000 plazas de servicios de intermediación de alquiler financiadas por el Estado, 12.200 viviendas denominadas residencias sociales. Cada lugar de residencia social, albergue, pensión familia, etcétera, son, digamos, nombres que muchas veces la ley nos da o los decretos lo dan para cierto tipo de hábitat. Hay muchos tipos de hábitat, ¿cierto? Y hay muchos tipos de alquiler de vivienda también. Y voy más rápido con las otras. El servicio integrado de acogida y orientación, que es donde yo trabajo. Decimos que es la piedra angular de esta iniciativa, los Mondes d'Abord. ¿Por qué la piedra angular? Porque él va a coordinar todo el ecosistema de acogida, albergue e inserción. Es decir, todos los operadores que van a albergar, todos los operadores que van a acompañar, todos los operadores que están al cargo, digamos, de proteger a estas personas. Y lo que va a hacer es que va a recepcionar ciertas solicitudes de albergue o de acceso a vivienda, y en función de la disponibilidad del territorio va a hacer orientaciones, ¿cierto? Entonces, el SIAO, ¿qué hace? Conoce las personas, conoce los dispositivos y los junta. ¿Por qué? Anteriormente, alguien que estaba en la calle simplemente iba donde una asistente social o una trabajadora social o trabajador social, iba, le decía, estoy en la calle, ayúdeme. Entonces, ya que hacía, o él que hacía, él cogía su carnet, su librito y decía, pues yo tengo la dirección de este albergue, entonces yo llamo, bueno, sí, tengo el lugar, bueno, mande pues la persona. Resulta que la cantidad de personas que pasaban al lado de todos estos dispositivos eran muchas. Entonces alguien que llegaba de donde
a la alcaldía, pues podía tener acceso a algo muy bueno, pero alguien que iba, digamos, donde la pequeña asociación no tenía acceso a a todas las direcciones, a todos estos contactos que esta otra institución podía tener. Entonces lo que hace el SIAO es que garantiza una equidad en el tratamiento de las solicitudes. Aparte de eso, tiene que participar también en la observación social, entonces está obligado a producir cierto tipo de indicadores estadísticos, hace seguimiento a las personas, garantiza que las personas tengan un acompañamiento. Yo les estoy hablando en teoría, ¿cierto? En la práctica esto es mucho más complejo que todo esto, pero pues esto es lo que dice la ley y esto es lo que nosotros buscamos que sea así. En estos momentos hay una reforma que nosotros estamos llevando a cabo y de una manera muy pedagógica y muy aculturadora también intentamos que en cada territorio esto se lleve a cabo de una mejor manera. Y bueno, hoy en día el Estado como la herramienta que tiene, por lo menos nuestra administración, la única herramienta que tiene, no tenemos herramienta coercitiva, pero sí tenemos herramienta financiera. Entonces, quien no esté alineado, podríamos pensar en que vamos a ver cómo pasa con la financiación, ¿cierto? Simplemente estamos garantizando la ley. Para las mujeres, como les dije, el tratamiento a nivel estatal se hace general. Sin embargo, el Estado no es ciego del todo a las situaciones de vulneración de las mujeres. Hay un parque de acogida dedicado a las personas, a las mujeres, sobre todo víctimas de violencia. Hablamos de personas víctimas de violencia, pero sabemos que la mayoría son mujeres, entonces vamos a hablar de mujeres víctimas de violencia. Y pasamos en 2017 de 5.115 lugares con el label protección de mujer víctima de violencia a 11.271 y todavía nos falta y mucho. Entonces, ¿qué queremos con este tipo de lugares? Bueno, poder garantizar cierto tipo de anonimato, poder garantizar que la persona está acompañada socialmente alrededor de estos eventos de vulneración, alrededor de estas violencias, acompañar a la persona también a depositar en la denuncia si lo desea, etcétera, 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 ¿cierto? Entonces es un lugar de acogida para las mujeres y sus familias, sobre todo los hijos menores, para que ellas puedan, digamos, ser acompañadas. Respecto a los refugiados, esto es un tema, digamos, muy controversial en Francia porque uno escucha a la tía de extrema derecha decir, sí, esos extranjeros llegan a Francia y les dan el apartamento y les dan todo. Bueno, les digo hoy, desde el punto de vista del Estado Nacional no es así. Así no funciona la cosa. No funciona. Una persona que llega y hace una solicitud de asilo no pasa por todos estos filtros que yo les acabo de mencionar. No necesariamente, porque hay otro presupuesto destinado a las personas que solicitan asilo en Francia. Entonces hay otros que se llaman centros de acogida para extranjeros, etcétera, etcétera. Yo no los tengo acá en la cabeza en estos momentos, pero son otros filtros. Nosotros, ¿qué hacemos? Es al último escalón, cuando tengan pues que ya sean reconocidos refugiados, que solamente como el 25% de las personas lo logran hoy, hay cierto presupuesto destinado para que estas personas puedan acceder más fácilmente. Sin embargo, estas personas, una vez reconocidos refugiados, entran en todos los dispositivos generalistas o generales del sistema de protección francés. No hay un trato preferencial necesariamente. Y aquí terminé yo. Y muchas gracias. Muchísimas gracias a Daniel Castro Torres. De verdad me siento orgullosa como colombiana de tener un joven colombiano en esta institución. Escuchamos ahora a Flora Otofaye. Si quieres allá o acá, como quieras. Bonjour à toutes et tous, merci beaucoup pour l'accueil et désolée de ne pas faire ma présentation, peut-être que c'est ça, de ne pas faire ma présentation en espagnol. Je pense que je serai quand même beaucoup plus précise en français et je pense que je comprendrai vos questions par contre. Vous dire que c'est quand même une chance pour le travail social de pouvoir un peu sortir de ces pratiques professionnelles et de pouvoir partager et écouter tout ce que vous avez apporté. Moi, ce que je vais vous présenter, comme le disait Daniel tout à l'heure, c'est l'action d'un département français en direction du logement et de l'hébergement
et notamment en direction des femmes migrantes. Pour commencer, à quoi correspond l'échelon département? Donc c'est effectivement un échelon administratif, il y en a 101 en France, et à la tête de chaque département, il y a des élus qui sont donc choisis par la population, et donc il y a autant de politiques publiques que de départements pratiquement. Évidemment, la loi encadre un peu tout ça, mais après le volontarisme politique fait qu'on peut trouver des scénarios très différents d'un département à un autre. Et moi, celui que je vais vous présenter, c'est le cas de la Seine-Saint-Denis, que je connais, parce que je ne me suis pas encore présentée, mais je vais vous l'expliquer juste après. Et c'est un département qui est particulièrement engagé en direction du public vulnérable. Donc, c'est à travers ce prisme-là qu'il faut se positionner. Et donc, moi, j'aurais dû commencer par ça. Je suis Flora Hautefage, directrice adjointe de la prévention et de l'action sociale au département de la Seine-Saint-Denis. Donc direction qui, si on doit résumer un peu toutes ces missions, s'adresse au public le plus vulnérable, que ce soit sous l'angle de la santé, du logement, de l'action sociale au sens accompagnement global, ou qui s'occupe aussi des violences faites aux femmes, et Maïra poursuivra la présentation dans ce sens-là. Donc je vous disais, 101 départements en France. La Seine-Saint-Denis, comment on peut la définir? Donc c'est un tout petit département en termes de surface, mais très peuplé, qui fait à peu près 1,6 million d'habitants, qui est au nord de Paris. Donc 30% de la population de la Seine-Saint-Denis est composée de primo-arrivants de tous les pays du monde, avec du coup une population très jeune, 40% de la population a moins de 25 ans. Et par contre, avec un taux de pauvreté qui est quand même assez élevé, pas aussi élevé que ce qu'on a pu entendre ce matin, mais 28%, ce qui est le double par rapport à la moyenne nationale. Et dans les éléments plus positifs, c'est le 3e département le plus dynamique en termes de création d'entreprises, aussi dû à sa situation géographique. Donc on voit que c'est un département qui est très contrasté, avec à la fois beaucoup d'enjeux sociaux, mais aussi pas mal de ressources pour y répondre. Les compétences d'un département, il y en a donc une partie qui nous sont confiées par la loi et une autre partie que les élus choisissent d'investir de par leur sensibilité politique. Les obligations légales, elles ont trait à tout ce qui est action sociale, au sens très très large, je vais y revenir juste après. Donc vraiment, essayer de répondre au mieux aux problèmes sociaux de la population de son territoire. Le département, il est aussi responsable de la construction de collèges. Donc le collège, c'est le niveau scolaire de 12 à 15 ans à peu près. Et il construit et il maintient en état un certain nombre de routes, les autres routes étant compétence de l'État ou des communes. Et pour rajouter, et là c'est un gros résumé, mais pour rajouter à la complexité du millefeuille administratif, c'est comme ça qu'on le nomme en France, donc le département peut choisir de s'investir dans des secteurs qui n'ont rien à voir avec ce que je vous ai dit là. Il peut choisir de construire des crèches et de les maintenir. Il peut choisir de financer ou pas la vie associative, et encore ça dépend de quelles associations on parle. Il peut s'investir dans l'environnement, la culture, le sport, et j'en passe. Et donc nous, ce qui nous intéresse concernant les plus vulnérables, dont les femmes migrantes, qu'est-ce qui se passe pour le département? Donc en gros, il s'investit dans tous les sujets précarité et accès aux droits. Donc il distribue des aides financières, plus de 4 millions d'euros par an. Et sur ces 4 millions d'euros-là, c'est quasiment la totalité qui part pour de l'aide alimentaire. Il peut aider les gens à réaliser leurs démarches administratives, à avoir accès à leurs droits, tout simplement, y compris démarches numériques. Il participe aussi, il aide aussi les personnes qui n'ont pas de travail à en retrouver un, à se reconstruire en tant que personne, jusqu'à produire des CV d'aide de motivation et ensuite pouvoir candidater sur des postes. Il protège les enfants qui sont en danger ou en risque de l'être dans leur famille. Donc ça va de l'éducateur qui intervient dans la maison avec les parents jusqu'au placement de l'enfant. Et il intervient sur tous les sujets perte d'autonomie. Tout ça, c'est selon comment on compte, rien que pour la Seine-Saint-Denis, entre 1000 et 2000 personnes, des travailleurs sociaux, des psychologues, des écrivains publics administratifs, par exemple, et des administratifs aussi, tout simplement, qui
qui contribuent en fait à la protection des personnes. On intervient aussi dans les violences faites aux femmes, mais c'est plutôt Maïra qui vous présentera tout ça pour qu'on puisse rentrer dans le détail un peu plus longuement. Et sur l'hébergement et le logement, qu'est-ce qu'un département fait dans tout ça? Ce qui est de bien, c'est que du coup Daniel a pu présenter tout ce que l'État, qui est le principal acteur dans cette politique, fait en France. Mais il reste quand même des reliquats de compétences qui reviennent au département, ce qui n'est pas sans créer des difficultés, évidemment, d'articulation entre tous ces échelons administratifs. Et donc, par exemple, le département est compétent pour la mise à l'abri des femmes enceintes ou accompagnées d'enfants de moins de 3 ans, vulnérables et isolés. Qu'est-ce que la vulnérabilité? Qu'est-ce que l'isolement? Le juge français s'est prononcé dans de multiples contentieux pour essayer de se prononcer sur qui doit payer quoi, parce que c'est pas toujours simple, même pour les administrations d'y voir clair. Mais donc, dans les projets que je vais vous présenter, c'est systématiquement en direction de ce public-là, femmes avec enfants, qu'on axe nos projets. Et ensuite, sur le logement, on n'est pas spécifiquement compétent, nous, en tant que département. En revanche, dans le sens où le département de la Seine-Saint-Denis est particulièrement engagé, il a mis en place un certain nombre de dispositifs que je vais vous présenter juste après. Ça, c'était pour la partie « Qu'est-ce qu'un département en théorie en France ?» Ah mince, j'ai pas déroulé la présentation. Bon, je pense que c'est pas dramatique, on vous l'enverra dans tous les cas. Je vais juste me mettre... C'est le vert? Vous aurez tous les chiffres comme ça qui vous seront envoyés. Donc, nos actions en matière d'hébergement et de logement, et notamment en direction des femmes migrantes. Donc déjà, rappelez qu'il y a 2 problèmes qu'on qualifie avec des mots différents. Il y a le sujet de l'hébergement, c'est-à-dire sortir les personnes en situation de rue et les mettre à l'abri sous un toit. Et l'autre sujet, c'est celui du logement, pouvoir stabiliser les personnes dans un logement digne, où elles peuvent se sentir protégées et ensuite être autonomes dans tous les aspects de leur vie. Je ne vais pas m'étendre sur les chiffres parce que Daniel, en fait, en a déjà cité beaucoup, mais pour le département de la Seine-Saint-Denis, il faut savoir qu'il y a à peu près 460 personnes qui appellent le 115, donc le SIAO, le numéro dont a parlé Daniel, qui chaque nuit dorment à la rue. 460, ce sont que les personnes connues qui ont fait la démarche d'appeler. En réalité, il y en a beaucoup, beaucoup plus qui dorment chez des proches, qui dorment à la rue, qui ne sollicitent pas le 115, etc. Et ça, pourquoi? C'est parce qu'évidemment, les places de mise à l'abri sont saturées, l'accès au logement social est extrêmement tendu. Vous pourrez en prendre connaissance plus tard, mais en gros, il faut plusieurs années, 6 à 10 ans, pour avoir accès à un logement social, selon les caractéristiques de son ménage, pour avoir accès à un logement social en France. Ce n'est pas le cas dans tous les départements, c'est vraiment aussi lié au fait qu'en Île-de-France, la situation du logement elle est beaucoup plus tendue que dans d'autres endroits du territoire. Que fait le département là-dedans? Déjà, il essaye de faire en sorte qu'il y ait le moins de personnes possible qui rentrent en situation de rue, donc en prévenant les expulsions locatives. Ça passe par une distribution d'aides financières dès lors que les personnes elles commencent à accumuler des petites dettes par rapport à leurs propriétaires. Le département, si la personne adhère à son accompagnement social et réussit à reprendre un paiement de ses loyers, le département peut venir par exemple solder la dette à la place de la personne, pour éviter de se traîner comme ça des arriérés qui sont finalement pas remboursables à l'échelle d'une vie. Ça passe donc par aussi des travailleurs sociaux qui concrètement voient avec les personnes pour éviter de reconstituer une dette, donc voir si la personne elle est en capacité de rester dans ce logement ou s'il faut chercher un autre logement plus petit, par exemple. Et puis donc le département, il contribue aussi à la mise à l'abri des personnes, donc toujours les femmes enceintes ou accompagnées d'enfants de moins de 3 ans, vulnérables et isolées. C'est à peu près 400 personnes tous les soirs qui sont mises à l'abri par le département. Et donc le format, le type de place dans lesquels on met à l'abri, c'est peu ou prou ce que Daniel a déjà cité, c'est-à-dire des hôtels sociaux qui sont vraiment des hôtels avec des chambres individuelles. Donc c'est vraiment pas du logement, les personnes elles peuvent pas forcément cuisiner,
elles ne peuvent pas forcément déployer une vie de famille comme on l'entend. Et ça, on en a bien conscience, mais c'est aussi lié à la saturation des places plus adaptées. On intervient aussi, mais je ne vais pas m'y étendre, en matière de précarité énergétique. Ça rejoint le sujet de la dignité des personnes, dans le sens où il s'agit de réhabiliter des logements qui seraient des passoires énergétiques, que ce soit pour le chaud ou pour le froid. Parce que pour vous représenter l'habitat un peu typique de la Seine-Saint-Denis, et même si c'est extrêmement cliché ce que je vais dire, mais c'est pour que vous puissiez vous le représenter, ce sont grosso modo des grandes barres d'immeubles qui ont été construites dans les années 50-60 pour loger les travailleurs qui venaient notamment d'Afrique du Nord pour reconstruire la France après la Seconde Guerre mondiale. Ces logements-là, ils sont ils sont aujourd'hui en très mauvais état, pour ne pas le dire autrement, et donc les personnes qui sont dedans peuvent souffrir énormément du froid, mais surtout, de plus en plus, du chaud. Les étés en France, on connaît comme partout le changement climatique, et donc pendant plusieurs semaines, ce sont des logements qui peuvent monter à plus de 40 degrés, sans possibilité de se rafraîchir, donc ça peut être très compliqué pour les personnes d'y vivre. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour améliorer la qualité des places d'hébergement? C'est le dernier projet sur lequel je voulais insister. Donc, pour essayer d'augmenter un peu le nombre de places d'hébergement qui sont à notre disposition, le département s'est engagé dans l'achat de ce que vous voyez là, qu'on appelle bâtiment modulaire et modulable. Désolée pour l'interprète qui devra traduire ça. En gros, il s'agit de préfabriquer, donc de petites maisons très facilement transportables que vous pouvez assembler assez facilement et que vous pouvez aménager à l'intérieur comme bon vous semble. Vous pouvez en faire des salles de classe, des bureaux. Nous, on a choisi d'en faire un centre d'hébergement d'urgence à destination donc des femmes avec enfants. Quand je dis femmes avec enfants, à chaque fois, je ne précise pas migrantes, mais beaucoup ont un parcours migratoire préalable, à la subtilité près que pour un certain nombre de places, il faut pouvoir garantir, pas forcément d'un titre de séjour à l'instant T, mais d'une capacité à avoir un titre de séjour proche, parce que par exemple sur des places comme celle-ci de centre d'hébergement d'urgence, la durée de présence est à peu près 6 mois. On estime qu'en gros, pour que le dispositif profite au plus grand nombre de personnes, il faut qu'il puisse y avoir une forme de turnover organisé. Donc ces préfabriqués-là, ils ont été achetés à la fois par le département et par plein d'entreprises publiques ou parapubliques françaises, dont la SNCF, notre entreprise de transport. Le centre, il fera à peu près 90 places. 90 places, si on compte des femmes qui ont des enfants, ça fait à peu près une 30aine de ménages. Et le concept, c'est qu'on pose ces préfabriqués-là dans des endroits, dans des terrains qui ne sont pas forcément à nous et qui sont entre deux utilisations. On sait que bientôt, il y aura une opération urbaine de construction, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. On pose les préfabriqués-là et quand le terrain doit être récupéré, on peut sortir les préfabriqués et les mettre dans une autre zone qui ne servait pas jusque-là. Dans un département où le foncier est aussi tendu, par rapport à ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est important de pouvoir avoir des solutions très mobiles et très agiles, en fait. Et là, ça vous donne une image un peu de comment on installe ça. C'est relativement facile, bon, si tant est qu'il faut quand même avoir les grues, etc. Et l'aménagement à l'intérieur qui est complètement à la main des personnes qui se procurent ces bâtiments-là. Voilà pour ce que je voulais vous dire. Moi, je vous ai présenté l'action sociale globale, l'accompagnement global que peut proposer un département. On s'est aussi impliqué en matière de violences faites aux femmes en créant un observatoire des violences faites aux femmes que Mayra va vous présenter tout de suite. Muchísimas gracias, Flora, por tu excelente intervención. Escuchamos ahora a Mayra Topal. Bonjour, désolée, moi aussi, du coup, je ferai ma présentation en français. Déjà, merci à Expertise France pour cette invitation d'être là aujourd'hui.
Donc effectivement, je me présente, Mayra Topal, je suis responsable des programmes internationaux de l'Observatoire des violences faites aux femmes de la Seine-Saint-Denis. Donc comme disait Flora, l'Observatoire il fait partie de la direction prévention et action sociale, donc on est en service du département de la Seine-Saint-Denis. Il faut savoir que c'est le premier observatoire de ce genre créé en France. On a été créé en 2002. C'est parti d'une politique volontariste du département, non parce qu'il y avait plus de femmes victimes de violences dans notre département, mais parce que c'était une volonté réelle de s'engager auprès des femmes victimes de violences et leurs enfants. Donc aujourd'hui en France, on a plus d'une vingtaine d'observatoires aux différents niveaux, que ce soit des villes ou des départements, mais si je peux le dire, tout a commencé avec nous d'une certaine façon. Et l'Observatoire, c'est vraiment un réseau de partenariat. On ne reçoit pas les victimes directement, sauf dans des cas très particuliers, mais ce n'est pas notre fonction première, on va dire. C'est vraiment le travail en partenariat qui est le plus important pour nous. Donc l'Observatoire, il a 5 missions principales. La première, c'est vraiment de observer et rendre visibles les violences faites aux femmes, c'est-à-dire que tout au long de l'année, on réalise des études ainsi qu'un état des lieux des violences faites aux femmes pour comprendre la réalité du territoire, de l'ampleur du phénomène aussi. Et comme on disait ce matin, c'est important d'avoir des données pour pouvoir impulser des politiques publiques et par la suite pouvoir les évaluer l'efficacité des politiques publiques et des dispositifs mis en place. Donc ça, c'est notre première mission. La deuxième, ça va être de former les professionnels. Et là, c'est vraiment tous les professionnels. Ce que je n'ai pas dit au début, c'est que on est en réseau de partenariats. Et c'est des partenariats avec des services du département eux-mêmes, mais aussi des services de l'État, la justice, la police, des associations spécialisées qui travaillent dans le département, que ce soit de près ou de loin avec les femmes victimes de violences. Donc voilà, on forme les professionnels, notamment la police, et je le dis maintenant, mais je reviendrai plus tard sur cet aspect-là. Mais on sensibilise aussi les jeunes et les habitants et habitantes de notre département. Parce que tout au long de l'année, on organise des journées de formation, des journées de sensibilisation à destination de la population aussi. La troisième mission, ça va être la création des outils à destination des professionnels, mais aussi des habitants. Donc, je pense, j'ai pas pris le violentomètre avec moi, mais c'est une petite réglette qu'on s'est inspiré d'ailleurs de l'Amérique latine, où on a différents, on va voir le niveau pour qu'on puisse comprendre si c'est une relation violente ou pas. Et la quatrième mission, c'est construire un parcours de sortie des violences via des dispositifs innovants pour accompagner les femmes et les enfants victimes de violences. Et là, avec une petite particularité que le département a été souvent un territoire un laboratoire d'expérimentation, dans le sens où certains dispositifs qui ont été créés chez nous ont été d'abord, on va dire, testés entre guillemets chez nous pour voir comment ça fonctionnait, et après élargi au niveau national. Là, je pense par exemple au protocole féminicide, qui est un protocole pour accueillir des enfants dont la mère a été victime d'un féminicide ou d'une tentative de féminicide, pour que ces enfants ils puissent avoir un accueil, un accompagnement à l'hôpital pour voir voilà, déjà traiter le trauma d'avoir sa mère tuée souvent par le père. Et donc ce dispositif-là, il a été créé en 2015 chez nous, et depuis 2022, il a été élargi à toute la France. Donc c'est vraiment dans cette idée d'expérimenter chez nous aussi. Et la cinquième mission, c'est le partage des bonnes pratiques. Ça, je reviendrai un peu à la fin, mais je voulais revenir aujourd'hui justement sur les dispositifs du parcours de sortie des violences pour vous parler plus spécifiquement d'un dispositif qui s'appelle En toi pour elle, qui a été créé en 2005. Donc, En toi pour elle, c'est un dispositif pour faciliter l'accès au logement social. Je voulais revenir un peu en arrière avant de rentrer dans le détail de ce dispositif. Dans notre département, donc en Seine-Saint-Denis, on a 2 associations spécialisées dans l'accompagnement des femmes victimes de violences conjugales. L'Amicale du Nid, qui par ailleurs ne travaille pas qu'avec des violences conjugales, mais aussi avec les femmes en situation de prostitution.
et aussi SOS Femmes 93. Donc, ce sont nos deux associations partenaires qui proposent notamment de la mise à l'abri et de l'hébergement d'urgence. Donc là, l'hébergement d'urgence, ça va être vraiment les femmes qui sont dans une situation de danger immédiat et qui ont besoin d'un hébergement tout de suite. Soit, comme disait Daniel, ça va être une mise à l'abri à l'hôtel, mais voilà, il y a aussi des centres spécifiques. Donc ces deux associations-là, elles ont un certain nombre de places. Donc nous, comme je disais, l'Observatoire a été créé en 2002. Et depuis, on travaille déjà avec ces deux associations qui existaient déjà dans notre territoire et on récoltait les chiffres pour, à la fin de l'année, faire un état des lieux et connaître le nombre de victimes qui étaient passées par leurs services, etc. Et très vite, les équipes de l'Observatoire, à ce moment-là, donc entre 2002 et 2023, se sont rendues compte que les femmes victimes de violences, elles avaient du mal à retrouver un logement pérenne. Là, c'est comme disait Flora tout à l'heure, il faut faire la distinction entre hébergement et logement. Donc là, même si ces femmes étaient hébergées, donc mises à l'abri dans un premier moment par ces associations ou à l'hôtel, une fois qu'elles avançaient dans leur parcours de sortie des violences, on voyait qu'elles avaient du mal à retrouver un logement locatif pour elles, vraiment pour avoir à nouveau ce foyer. Et donc, c'est à partir de ça, de ces chiffres-là, une fois qu'on s'est rendu compte de cela, qu'on a décidé de lancer ce dispositif Un toit pour elles. Donc, l'idée, c'est que dans chaque ville, on a des bailleurs sociaux qui vont mettre à disposition aussi, des logements spécifiques pour une femme victime de violence qui est accompagnée par une de ces deux associations. Parce qu'on s'est rendu compte que une des difficultés, c'était effectivement, déjà, il y avait un cas de figure, c'est la femme, elle habite dans la ville A, et l'agresseur est toujours dans cette même ville. Donc, le niveau de dangerosité est tel qu'elle veut plus rester dans cette ville, elle veut aller dans la ville B, C, D. Mais c'était difficile pour elle d'accéder à un autre logement parce que voilà, son réseau était dans cette ville, elle ne connaissait pas forcément. Donc le fait d'avoir un dispositif avec plusieurs villes et que différentes villes mettent à disposition leur logement facilite la mobilité de cette femme. Et aussi l'autre raison, c'était tout simplement que plusieurs bailleurs sociaux, ils ne se sentaient pas en confiance de mettre à disposition, de louer l'appartement à une femme victime de violence. Dès qu'ils se rendaient compte que c'est une femme qui a un parcours, il y a de la violence, il a des plaintes, il a la police, il ne sait pas si l'agresseur est toujours là ou pas, il était un peu réticent de mettre à disposition le logement pour cette femme. Donc l'idée est non seulement d'avoir un certain nombre d'appartements qui sera dédié à ce public, mais aussi l'Observatoire s'engage à former le personnel des mairies les travailleurs sociaux des mairies, mais aussi avec les bailleurs sociaux pour qu'ils puissent comprendre c'est quoi la violence, de quoi on parle quand on parle d'une femme victime de violence, comment ça fonctionne le cycle des violences, etc. pour qu'ils sortent un peu de leurs idées conçues de si je loue un appartement à cette femme-là, ça va être problématique parce qu'il peut avoir ça, tel problème. Et voilà, le former pour qu'ils sachent que cette femme, déjà, elle est accompagnée par les associations, donc c'est pas une femme qui est dans une situation d'urgence. Là, quand on parle les femmes qui ont accès au dispositif Un toit pour elles, c'est des femmes qui sont déjà en sortie de violence. Elles ont déjà fait tout un cheminement, elles ont un accompagnement de plusieurs mois, voire années. Donc, on essaye de rassurer les bailleurs de cette façon-là, mais aussi pour qu'ils puissent comprendre que quand une femme, ça fait des années qu'elle est logée à telle ville, si éventuellement elle fait une demande pour changer de ville, c'est pas un caprice de cette femme, c'est aussi parce qu'il a des enjeux de sécurité. Donc voilà, la formation, elle vient pour cadrer un peu tout cela et en même temps, le dispositif permet d'avoir des places de logement dans un parcours plus simple, entre guillemets. On s'entend le parcours, comme disait Flora, il est très long pour avoir accès à un logement social, mais c'est une façon de accompagner ces femmes-là qui avaient une difficulté plus importante à avoir accès à un logement.
Bien évidemment, c'est pas toutes les femmes qui sont victimes de violences conjugales qui ont besoin d'un accompagnement pour accéder à un logement social, parce qu'il y a des femmes que tout simplement vont retourner dans leurs anciens logements une fois le conjoint violent éjecté du logement. Mais il y a aussi les femmes qui ont des moyens financiers qui peuvent se louer un appartement dans le privé. Donc voilà, mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir accompagner ces femmes. Donc depuis 2005, c'était destiné uniquement aux femmes accompagnées par ces deux associations, SOS Femmes et l'Amicale du Nid. Mais depuis 2010, le dispositif a été ouvert aussi à des femmes victimes non seulement de violences conjugales, mais aussi victimes de violences sexuelles, qui disposent de deux autres dispositifs, le téléphone grave danger et l'ordonnance de protection. Donc ces femmes-là, ça peut être violence sexuelle, oui, c'est violence conjugale ou violence sexuelle, mais elles ont aussi accès au dispositif Un toit pour elles, parce qu'elles aussi, du coup, elles sont accompagnées par des professionnels. C'est pas par les deux associations dont je mentionnais, mais il y a d'autres professionnels derrière qui les accompagnent, donc c'est aussi possible d'avoir accès à ce dispositif. Donc aujourd'hui, on compte 30 villes partenaires, sachant que chaque fois qu'une ville, donc c'est toutes des villes du département de la Seine-Saint-Denis, à chaque fois qu'une ville adhère à ce dispositif, il y a une signature de convention entre la ville, le département via l'observatoire et les bailleurs sociaux, etc. Donc aujourd'hui, on a aussi 11 institutions qui sont signataires, et si on compte de janvier 2010 à décembre 2024, ce sont 1186 personnes qui ont été protégées, dont 438 femmes et 748 enfants. Rien qu'en 2024, c'était 37 relogements qui ont été effectués via ce dispositif. Donc pour nous, c'est vraiment un dispositif très important qui permet à ces femmes de se reconstruire. J'aime pas trop ce mot, mais voilà, de reprendre leur vie en main, parce que comme on l'a vu ce matin, le logement est très important pour une femme, mais surtout un logement sûr et pérenne. C'est essentiel dans la reconstruction de leur vie une fois sorties des violences. Tout à l'heure, je mentionnais aussi la formation des professionnels et notamment des forces de l'ordre. Et ça rentre aussi dans ce cadre-là, parce que c'est l'importance d'avoir des policiers et des gendarmes formés aux violences faites aux femmes, parce que toutes ces femmes-là, déjà pour qu'elles arrivent à avoir un accompagnement avec ces associations, c'est parce qu'elles ont eu les informations de comment accéder à tous ces services, et aussi si dans l'éventualité où elles sont dans leur logement et il y a un problème, c'est important qu'elles puissent appeler la police, l'aide, et que ce soit des professionnels formés de l'autre côté, parce que c'est important de comprendre le cycle des violences pour pouvoir accompagner les victimes. Donc ça, c'est pour l'action du département sur ce dispositif, et je voulais juste revenir effectivement sur la question des femmes migrantes. Pour avoir accès à ce dispositif, c'est vrai que, comme disaient Flora et Daniel, pour avoir accès au logement, en fait, il faut être dans une situation régulière, administrative régulière en France, et c'est d'où aussi l'importance de l'accompagnement de ces deux associations, parce que par exemple, SOS Femmes, elles le font une fois qu'elles sont dans le centre d'hébergement, dans l'hébergement d'urgence. Elles font un accompagnement global avec les femmes, notamment, donc là, c'est possible que ce soit des femmes en situation qui ne sont pas régularisées encore, mais l'association va faire un accompagnement notamment juridique pour pouvoir régulariser cette femme en France, et ainsi qu'elle puisse accéder au logement derrière. Donc c'est un accompagnement global à tous les niveaux, vraiment pour que cette femme puisse reconstruire sa vie après les violences. Et dernière chose que je voulais vous faire part aussi aujourd'hui, c'est par rapport, comme je vous disais, moi je suis coordinatrice d'un programme international de l'Observatoire, et l'idée c'est que, étant donné que l'Observatoire existe depuis plus de 20 ans, on a décidé de développer un projet international dans cette idée d'échange de bonnes pratiques, justement. Donc depuis 2021, on porte un projet pour des territoires protecteurs des femmes victimes de violences qui est
financé par l'Agence française du développement, dans l'idée de partager aussi à l'international toutes ces bonnes pratiques qu'on a en Seine-Saint-Denis. Et là, on travaille avec un réseau de collectivités mondiales qui sont engagées dans la lutte contre les violences faites aux femmes, et on accompagne de très proches 2 territoires, on appelle les territoires pilotes. Donc on a Ngazidja aux Comores et Jenin en Palestine, et on voit la question du logement et de l'hébergement présent chez eux aussi. Et donc avec les partenaires comoriens, en 2023, on a pu justement faire un atelier sur la question de l'hébergement des femmes victimes de violences, parce que là-bas, c'est pas de la migration comme on est en train de discuter ici toute cette journée, mais le Comore, c'est un archipel avec différentes îles. Donc une fois qu'une femme est victime de violence, parfois elle va se déplacer elle est sur une île, elle va vouloir aller dans l'autre île pour fuir le conjoint violent, et là ça se pose aussi la question de l'accès au logement. Donc c'est pas le même modèle que chez nous, c'est complètement différent, et je vais pas rentrer dans tout cela, mais c'est pour dire que voilà, on part de nos pratiques de la Seine-Saint-Denis pour échanger et proposer des nouvelles des idées et des dispositifs à d'autres territoires aussi, tout en adaptant à leur réalité. Merci. Muchas gracias. Iniciamos esta parte del ciclo de preguntas y respuestas también con 2 participantes para que puedan preguntarle a nuestros destacados panelistas. Allí tenemos un micrófono, por favor lo abren, está apagado, para que entonces puedan pasarlo a quien le hagan la pregunta. Levanta la mano la persona que va a hacer la pregunta. Buenas tardes para todos y para todas. La pregunta va para Daniel. Cuando tú hablabas ahorita de parques, ¿a qué te refieres exactamente de parques? Porque, o sea, te lo digo porque cuando estamos hablando de que tenemos que buscar un alojamiento para las mujeres que están en este flagelo de la violencia, nos hablan de parques, yo imagino, o sea, tengo otra idea de eso, entonces quisiera que no lo compartieran. Es un problema de traducción mía. Sí. Un parque, bueno, hay muchos tipos de parques en francés, pero cuando hablamos de parque de albergue es de lugares, ¿cierto? Lotes, los que son lotes. Como el conjunto de lugares. O casas. O sea, no es el lugar donde viven las mujeres, sino es... Sí, es como la oferta. La oferta que hay, o sea, ya. Yo creo que fue un problema de traducción. De hogares de acogida, por decirlo así. ¿Sí? Sí, yo me quedo como sonando eso. Ok, tengo una pregunta para ella. ¿La puedo? ¿Sí? ¿Y cómo hago? Así. Ok, sí. Ya descansé. Ok, la pregunta ahora me quedó ahorita sonando cuando tú decías una mujer llama y puede acceder al dispositivo. A ese dispositivo, ¿a qué le llamas ese dispositivo? Sí, porque, o sea, dentro de la ruta que nosotros aquí en Colombia manejamos, exactamente aquí en Cali, digamos que el dispositivo sería llamar a la policía en ese orden de ideas, ¿cierto? ¿Cómo sería el dispositivo de ustedes que dice que la mujer puede acceder al dispositivo de vivienda o algo así? Pienso que también es un problema de traducción, porque, bueno, a ver. Un sistema, digamos, el albergue, hay un dispositivo de albergue. ¿Y qué hay en ese dispositivo de albergue? Hay centros de albergue, hay hoteles, hay CHS. El dispositivo es como el conjunto también, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el dispositivo de la mujer víctima de violencia es todo el programa, todo el proyecto. Entonces, cuando yo digo voy a entrar al dispositivo, es voy a entrar
a la ruta, al proyecto, a ver cómo solicito algo. Y la empezaba, digamos, como a ejecutar lo que llamamos aquí. Exacto. Y hacerlo. Pero entonces directamente, solamente para finalizar, me quedó algo allí y es, me imagino que las medidas de protección o las medidas de atención es igual como se maneja a nivel mundial e internacional, que es el tema que tiene que acceder a todo lo que es el organismo judicial, ¿sí? Y que tiene que darle permiso y que tiene que darle pues todo este tema. Pensé que era que la mujer tenía el acceso directo a ello. Voy a intentar contestar en español, pero perdón si no está súper. Pero para el dispositivo Un Techo para Ella, hay diferentes caminos. La verdad es que si son las mujeres que están con las dos asociaciones que hablaba, bueno, ellas hablan con la asociación, con la trabajadora social de allá, y juntas van a ver que está lista para tener acceso a un hogar y hacen el proceso juntas. Si son las mujeres que tienen el teléfono gran peligro, no sé cómo traducir eso, o la ordenanza de protección, es un poquito diferente porque no están con asociaciones directamente, pero también hay trabajadores sociales que están con ellos de cierta forma y bueno, pueden solicitar y decir, bueno, estoy buscando hogar y van a discutir de todo esto juntas. Pero sí, para el dispositivo Un Techo para Ellos pasa por los trabajadores sociales, por así decir. Sí, exacto. Y para alojamiento de urgencia, sí, esto llama a la policía y la policía tiene como un cuestionario para averiguar como el grado de urgencia, por así decir, y la policía hace la conexión con la asociación SOS Femme y van a lanzar todo. Hola, buenos días. Voy a hacer la pregunta en francés. Bonjour, merci beaucoup pour ces présentations. Je suis Paula de l'AFD. En fait, je comprends que la répartition des compétences entre le niveau national et départemental est un peu liée au groupe, enfin aux populations. Donc, du coup, au niveau de la Seine-Saint-Denis, vous avez une compétence uniquement sur femmes vulnérables, les femmes vulnérables et quel est l'autre mot? Isolées, avec comme définition femme avec enfants, etc. Et au niveau national, c'est une vue plus générale sur les personnes sans abri et qui sont à la recherche ou dans un logement temporaire. Donc comment vous faites? C'est-à-dire que des femmes qui sont en situation de vulnérabilité sont du coup du ressort du département et donc au niveau national, elles n'accèdent pas à ces programmes. Enfin, comment est la répartition et qu'est-ce qui se passe avec toutes les autres personnes qui ne rentrent pas dans cette catégorie en termes d'accompagnement depuis le département? Alors, quand une personne a un besoin d'hébergement, elle a plusieurs portes d'entrée pour demander ce mode d'hébergement-là. Imaginons qu'elle passe par un travailleur social du département. Parce que pour le coup, les travailleurs sociaux du département, ils n'ont pas de public cible. On fait de l'accompagnement social pour tout le monde. Accompagnement social inconditionnel. Et donc, imaginons une personne a besoin d'un hébergement au plus vite. Elle se rend au service social. Elle explique son problème, elle est écoutée. Et là, le travailleur social qui est en face d'elle, ou la travailleuse sociale, parce que c'est quasiment que des femmes, se pose la question du public. Est-ce que c'est une femme enceinte ou accompagnée d'enfants de moins de 3 ans, vulnérable, avec ce que ça est isolée? En théorie, la vulnérabilité n'est pas très difficile à démontrer, mais l'isolement, on va se demander si elle a un conjoint, si elle n'a pas de conjoint, si elle a des membres de sa famille qui habitent à proximité et qui pourraient l'héberger. Si non, elle est vraiment très très vulnérable et très très isolée, alors effectivement elle fait partie du public que le département doit prendre en charge.
C'est une répartition qui est un peu bizarre mais qui est historique. C'est une compétence en gros qui nous est donnée au titre de la protection de l'enfance. Après, ce qui est bizarre, c'est que ça s'arrête aux 3 ans de l'enfant et qu'une fois que l'enfant a 4 ans, c'est l'État qui est censé prendre la main sur le paiement en fait, de l'hôtel social. Et d'ailleurs, de fait, il y a énormément de femmes avec enfants qui sont y compris dans les tranches d'âge qui relèvent du département, qui sont aussi dans des places d'hôtel payées par l'État. Donc ça, on va dire que c'est le trajet où la personne elle arrive par un travailleur social du département. Après, n'importe qui est à la rue, quel que soit son statut, ses caractéristiques, qui a un besoin de logement et qui ne connaîtrait pas par exemple le service social, il compose le 115, le fameux service d'information, d'accueil et d'orientation. C'est ça, je ne me suis pas trompée dans le sigle. Et là, il tente sa chance pour avoir, il ou elle tente sa chance pour avoir une place à l'hôtel. Il y a des familles qui aussi sont à la rue faute de place en fait dans les hôtels sociaux. Donc voilà un peu comment ça se passe. Oui, en fait, quoi qu'il arrive, l'État va jamais dire non à une famille parce que l'enfant a moins de 3 ans. Dans certains départements, il y a des conflits entre compétences. Qui paye quoi? Donc il y a des, je ne vais pas les nommer ici, mais il y a des métropoles qui passent la facture à l'État pour certains publics, où il y a certains départements où l'État souhaiterait envoyer la facture au conseil départemental ou à la métropole, etc. Donc aujourd'hui, cette différence, en fait, c'est par la loi et la jurisprudence, mais dans la vie réelle, on essaye de dire, on s'en fout, la personne, en fait, en soi, elle est là, elle a un besoin. Travaillons-nous tous en synergie pour que on ne va pas mettre des obstacles qui fait quoi, qui paye quoi. Donc là, aujourd'hui, au moins, la position de l'État, c'est on va aller peut-être frapper la porte à chaque département pour essayer d'avoir des consensus, peut-être faire un pot commun sur certains types d'accompagnement, sur certains types d'hébergement, etc. Pour essayer d'annuler tous les freins qui permettent à quelqu'un d'accéder à un hébergement d'urgence ou à un logement carrément. Et pour complexifier le tout, le département aussi est dans cette approche un peu humanitaire de dire, bon là, quand il y a une situation d'extrême urgence, quelqu'un qui sort d'hôpital, qui s'est fait amputer d'une jambe, c'est un homme et il est seul, mais il vient quand même au service social et il demande d'être mis à l'abri pour les nuits qui viennent, il a des soins à faire, etc. On met à l'abri, il y a à peu près 1/3 du budget hébergement d'urgence du département qui sert justement à des prises en charge plus humanitaires qui ne rentrent pas 100% dans les compétences du département. Ça ne rend pas la chose très simple à comprendre. Pour nous non plus. Despedimos este maravilloso grupo de panelistas que nos retó al bilingüismo. Muchísimas gracias, Mayra, Flora, Daniel, muchas gracias. Y damos por concluido el 5.º panel.